Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto où on continue le traitement de l'image au stade non linéaire et on va s'intéresser aujourd'hui au rehaussement des détails de l'image. Alors, je vous recommande avant de regarder cette vidéo, si vous n'êtes pas familier avec les masques, d'aller voir la série de 2 vidéos que j'ai faites concernant la création de masques, les masques d'étoiles et les masques de zone. C'est quelque chose qu'il faut impérativement bien comprendre et bien maîtriser avant de se lancer dans le rehaussement de détails. Ceci étant dit, et ben c'est parti. Bienvenue donc dans ce tuto où aujourd'hui on va voir comment améliorer, rehausser les détails sur notre image où on est au stade non linéaire, on a passé la montée d'histogramme. Moi je vous recommande de faire la réduction de bruit avant de monter les détails, j'ai expliqué pourquoi dans la vidéo sur la réduction de bruit, juste éviter d'avoir à gérer du bruit qui va être potentiellement rehaussé par les process d'amélioration des détails. Et donc on va voir comment rehausser les détails d'une image avec différents process. Un premier préalable qu'il faut rappeler, alors, je sais, les vidéos sont un petit peu longues et je fais peut-être trop de rappels préalables dans ces vidéos, mais je pense que c'est utile de bien faire passer la philosophie qu'il y a derrière et de vous faire comprendre ce qu'on essaye de faire plutôt que de vous donner directement des process à utiliser avec des réglages qu'il faudra paramétrer de votre côté. Je pense que vous comprendrez mieux où on veut en venir et que vous réussirez mieux à paramétrer les process en question si vous savez ce que vous voulez faire et que vous comprenez bien là où on veut aller. Et donc, cette remarque préalable, elle est importante, c'est qu'en général, on va parler un petit peu par commodité de langage, d'amélioration des détails. En réalité, c'est pas réellement ça. C'est-à-dire, alors c'est un peu, la vidéo commence de manière un peu déceptive, on se dit qu'on va pouvoir améliorer beaucoup les détails de l'image. En réalité, non, pas vraiment. Pourquoi ? Parce que les détails qui sont présents sur votre image, ils sont limités par 3 contraintes qui vont se cumuler. Alors la première contrainte, elle est liée à votre instrument lui-même. En fait, en fonction de l'ouverture, c'est-à-dire du diamètre de votre instrument, le pouvoir de résolution, il est plus ou moins fixé. Alors après, il varie en fonction de la longueur d'onde. Si vous voyez le critère de Rayleigh, on est à 1,22 lambda divisé par le diamètre de l'instrument. Donc en fonction de la longueur d'onde, ça va changer un petit peu, mais ça sera toujours un peu plus performant dans le bleu que dans le rouge. Alors ceci étant, entre le rouge et le bleu, sur des poses longues sur le ciel profond, ça va pas changer grand-chose. Il faut retenir surtout que votre instrument, en fonction du diamètre, il a une résolution qui est limitée, un pouvoir de séparation limité, c'est-à-dire qu'il va être capable de distinguer 2 étoiles très très proches, et qui seront plus ou moins proches selon le diamètre. Si vous avez un grand instrument, des étoiles qui sont en apparence confondues dans un petit instrument, elles seront résolues, c'est-à-dire qu'elles seront bien distinctes dans un instrument plus grand. Donc ça, c'est la première limitation. La deuxième limitation, et en particulier quand on fait des poses longues sur des objets du ciel profond, et qu'on fait des poses qui durent 3 minutes, 5 minutes, mais en tout cas plus que quelques secondes, une limitation très importante, c'est le SING, c'est la qualité du ciel, c'est la turbulence. Pour vous donner une ordre de grandeur, en France, souvent sur la plupart des sites, ça descendra pas forcément en dessous de 2 secondes d'arc. Et 2 secondes d'arc, pas moyenné sur une durée de 10 minutes, 2 secondes d'arc tout court. Donc moyenné sur une dizaine de minutes, ou sur 5 minutes, ou sur un quart d'heure, on a vite fait d'obtenir des valeurs de signes qui vont être le plus souvent bien supérieures à l'échantillonnage de votre instrument. Et puis enfin, la résolution de votre image, elle va être limitée, ou elle va être déterminée également par l'échantillonnage de votre setup. C'est la combinaison entre votre focale utilisée et la taille des pixels du capteur. Par exemple, vous pouvez avoir un échantillonnage, vous pouvez vous dire que vous avez visé une très très haute résolution en faisant du 0,5 secondes d'arc par pixel en échantillonnage. Bon, ça c'est bien, mais encore faut-il que votre setup déjà puisse atteindre les 0,5 secondes d'arc en pouvoir de résolution. Et puis même si c'est le cas, il y a la turbulence qui va venir limiter ça. Si la turbulence est à 2, même si votre échantillonnage il est à 0,5, vous n'aurez pas plus de détails qu'un instrument qui sera échantillonné à 2 ou un petit peu en dessous. Donc voilà, il faut pas perdre de vue ce point-là, c'est-à-dire que les détails que vous emmagasinez sur votre image, ils sont limités par ces 3 facteurs, pouvoir de résolution de l'instrument, l'échantillonnage et le SING. Donc,
Quand on parle d'amélioration des détails, en vérité, les détails, on va pas pouvoir les réinventer à ce stade-là sur votre image. C'est-à-dire qu'on va pouvoir améliorer au mieux la visibilité des détails qui sont déjà présents sur votre image, et les détails en question, ils sont limités par les 3 critères qu'on a vus précédemment, et évidemment, ces 3 critères sont cumulatifs. Donc, ces 3 paramètres vont venir limiter forcément la taille des plus fins détails qui sont visibles sur votre image. Après, il y a quelques process qui permettent d'essayer d'aller un petit peu plus loin pour essayer de gratter un petit peu plus de détails, notamment en venant un petit peu contrer les effets négatifs de certains paramètres, notamment le seeing, notamment les aberrations de votre instrument. Et ça, c'est le travail de la déconvolution, qu'on a vu dans une précédente vidéo, et où on a vu que ça permettait d'aller gagner un petit peu en finesse dans l'image. Mais, encore une fois, il faut bien avoir conscience que les opérations mathématiques qui sont derrière la déconvolution, ça permet de modéliser quelque chose, et ça vient uniquement rehausser les détails qui, de toute façon, sont déjà intrinsèquement présents sur votre image. Ça vient pas inventer des détails. Alors, il faut dire un mot quand même du process qui est en passe de sinon de révolutionner, du moins de modifier, je pense, durablement les habitudes de traitement de beaucoup d'astrophotographes, c'est évidemment Blur Exterminator. Blur Exterminator, on a consacré une vidéo dessus, vraiment pour le passer un petit peu en détail, voir comment il fonctionnait, ce qu'il permettait d'obtenir. On a fait une vidéo sur la manière de l'utiliser au mieux dans le process. Et Blur Exterminator, lui, il s'utilise tout au début de la phase de traitement linéaire de l'image. Et vu que les performances qu'il est capable de faire, en tout cas sur beaucoup d'images et sur beaucoup d'objets, même si on a vu dans la vidéo en question qu'il y avait quand même quelques réserves et quelques limites, hein, et qu'il fallait faire attention sur la manière de l'appliquer, on pourrait se dire que voilà, Blur Exterminator maintenant, ça remplace purement et simplement la déconvolution, et que d'une certaine manière, ça pourrait remplacer purement et simplement toutes les fonctionnalités de rehaussement des détails qui vont suivre dans l'image, et qu'on aurait quasiment plus besoin de faire du rehaussement de détails au stade non linéaire, parce que quasiment tout a été fait au stade linéaire avec Blur Exterminator, et qu'on voit pas trop comment on pourrait tirer plus. Alors, ça c'est pas vrai non plus. En fait, les process de rehaussement de détails, ils vont garder évidemment un intérêt au stade non linéaire. Le but n'est pas ici de venir gagner de la finesse de détail. En réalité, quand on parle de rehaussement de détails au stade non linéaire, il faudrait plutôt parler de mise en valeur des détails, c'est-à-dire qu'on va venir jouer sur les contrastes de l'image pour mieux révéler, pour mieux mettre en évidence certains détails qui sinon seraient beaucoup moins visibles. On va vraiment essayer de mettre en valeur les détails de l'image en jouant sur les contrastes de manière localisée et de manière surtout réfléchie et pertinente pour que ce rehaussement de détails ne vienne pas gâcher le côté naturel, cohérent de l'image, et c'est ce qu'on va s'attacher à voir dans ce tuto. Alors, quelques mots sur l'image sur laquelle on va travailler aujourd'hui, car vous l'avez reconnu, je la présente pas, hein, c'est M42, la grande nébuleuse d'Orion. Là, on va travailler sur l'image de luminance. Alors, je dis tout de suite que c'est une image de luminance qui est vraiment issue du seul filtre luminance, que j'ai pas cherché à mixer auparavant avec la couche H-alpha, et il y a une raison à cela, qui est vraiment aussi un préalable à dire tout de suite, c'est que le rehaussement des détails, on va le faire généralement sur la couche de luminance. Ça sert à rien de venir rehausser les détails sur l'image de chrominance. Les détails de l'image de chrominance ne seront pas pris en compte de toute façon lors de du réassemblage L-RGB. Et si vous travaillez sur une image couleur, tous ces aspects de rehaussement de détails, ça peut être intéressant, voilà, d'extraire une luminance pour venir les appliquer uniquement à la luminance avant de remixer avec la couleur. Ça peut permettre de faciliter les choses, et en tout cas, ça vous évitera de faire de la montée de bruit, ou alors il faut être capable d'appliquer très précisément les process uniquement à la couche luminance. Il y a certains process qui permettent de cibler uniquement la couche luminance de l'image, auquel cas, voilà, on en dira un mot quand ça se présentera. Mais voilà, c'est pour ça que sur cette image, on va travailler sur une image noir et blanc. J'aurais pu prendre l'image couleur, extra la luminance, et on aurait travaillé sur les luminances, mais ça revient évidemment au même. Une chose qu'il faut dire sur cette image également, pour que vous compreniez bien ce qu'on va faire, c'est que c'est une image qui est composite, c'est une image HDR. HDR, c'est-à-dire que j'avais fait 2 séries de temps de pause différents. Alors, peut-être même que sur cette image, je me rappelle plus, j'avais dû peut-être faire 3 ou 4 temps de pause différents, c'est-à-dire des pauses, voilà, le plus grand nombre de pauses, c'était des pauses de 600 secondes, pour bien mettre en évidence les nébulosités autour de M42, bien distinguer les nébulosités du fond de ciel. J'avais fait une série de pauses courtes, je crois, de 1 minute, et puis j'avais dû faire une 3e série de pauses de 5 secondes ou de 1 seconde, pour vraiment venir décramer totalement la région du cœur. C'est-à-dire que sur les images de 600 secondes,
c'est assez facile de comprendre que si je veux que les extensions ici soient bien visibles, ça va impliquer vraiment de saturer les zones les plus lumineuses, notamment la zone du trapèze dans Orion qui est très lumineuse et qui sature au bout de quelques secondes avec à peu près n'importe quel capteur. Donc, si je m'étais contenté de ces pauses de 600 secondes, j'aurais obtenu peut-être des belles extensions autour de la nébuleuse, mais par contre j'aurais eu un cœur au centre d'Orion qui aurait été totalement saturé, totalement cramé. Et ça, évidemment, une zone qui est totalement cramée, tous les niveaux sont à 1, il n'y a plus aucune information à en extraire et c'est totalement irrécupérable au traitement. C'est pour ça que sur ce genre d'objet où il y a une dynamique très importante, des zones très faibles et des zones très lumineuses, en général on vient mixer deux séries de pauses. La première, pause longue, et la deuxième, pause courte, où justement on fait attention de ne pas saturer les régions les plus lumineuses pour venir récupérer de l'info au traitement en combinant ces deux images pour avoir à la fois les détails de la série de pauses courtes et le signal beaucoup plus important de la série de pauses longues. Alors ça, ce compositage HDR, on en fera une vidéo spécifique, on va pas aborder ce point-là aujourd'hui, c'est hors sujet, mais c'est pour vous expliquer ce qu'on voit sur cette image et vous justifier aussi pourquoi on va pouvoir essayer d'aller chercher des détails vraiment jusqu'au centre de la nébuleuse, parce que ces détails, là, même si on a l'impression que l'image est quand même très saturée au centre de la nébuleuse, les détails sont quand même présents. Bon, assez de préalable, maintenant il est temps de rentrer quand même dans le vif du sujet, donc on va voir comment rehausser les détails sur cette image. La première chose qu'il faut dire sur le rehaussement de détails, c'est que généralement on va viser à rehausser les détails dans les zones les plus lumineuses de l'image. Donc ça implique de venir cibler, pour l'application du process, réellement les zones pertinentes où on souhaite améliorer les détails. En général, les zones les plus lumineuses, dans une nébuleuse, c'est assez facile à identifier. Là, on voit clairement la zone la zone du cœur, la zone du trapèze, c'est évidemment là où il va y avoir le plus de détails à récupérer, mais dans les extensions qui sont ici, on a quand même des chances de récupérer des beaux détails supplémentaires, parce que c'est quand même assez lumineux. Après, dans les zones de poussière qui partent ici, là, il va falloir s'arrêter. De la même manière, dans les galaxies, en général, les détails, on peut espérer les gagner dans le noyau et dans les bras spiraux. On va pas tenir compte du halo qui est autour éventuellement, ou des extensions plus ténues, où il n'y a aucun détail en réalité à venir récupérer. Bien, donc on peut commencer avec le premier process qui s'appelle, moi que j'adore utiliser personnellement, qui s'appelle HDRMT pour HDR Multiscale Transform. Alors il y a le terme HDR dedans, mais en réalité, je parlais tout à l'heure de HDR, c'est pas du vrai HDR, c'est pas de la recombinaison d'images, c'est juste qu'il va venir travailler sur différents niveaux de structure de l'image pour modifier la dynamique de l'image. Tant de la dynamique de l'image, c'est ce qu'on fait avec du HDR au sens strict, puisqu'on vient compléter une plage dynamique qui est totalement saturée par une où il y a plus d'informations, on vient élargir en quelque sorte le spectre de la plage dynamique. Là ici, c'est un petit peu le même principe, mais sauf qu'on va pas remplacer une plage d'informations manquante par une autre qui est plus riche, on va venir étirer un petit peu plus la dynamique de l'image pour permettre de rehausser certains détails. Alors, un bon exemple vaut mieux que beaucoup de mots, donc pour essayer de garder une vidéo assez courte, je vais faire directement la démonstration. Je vais appliquer ce process sans rien changer, sans paramétrer quoi que ce soit directement à l'image pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà. Quand je disais tout à l'heure que les détails n'étaient pas perdus mais qu'ils étaient bien dans la nébuleuse, on voit que c'est le cas. Alors, à part le trapèze lui-même, les 4 étoiles, on devine la forme un petit peu du trapèze, mais sinon, tout le reste de la zone qui là paraît totalement saturé, on ne sait pas trop où on va pouvoir récupérer des détails. Il y en a plein, en réalité, des détails. Et ça, c'est une première chose qu'il faut dire, c'est que, effectivement, on va viser les zones lumineuses de l'image, donc on va viser à réduire un petit peu la dynamique de ces zones-là, et ce faisant, on va réduire la dynamique de l'image dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on voit qu'entre cette image-là et l'image d'origine, il y a certes beaucoup plus de détails, il y a des choses très intéressantes qui sont visibles sur l'image de droite, donc après le traitement HDRMT, mais cependant on a perdu vraiment toute la dynamique et le côté naturel de l'objet. C'est-à-dire que si vous avez déjà regardé la nébuleuse d'Orion dans des jumelles ou dans un... Vous savez bien que ça ressemble pas à l'image de droite, ce qu'on voit. On voit plutôt quelque chose de très lumineux au centre et pas des extensions ici qui sont aussi lumineuses qu'au centre vers le trapèze. Donc, ça donne, faut faire attention à ce genre de process où on va venir jouer sur les niveaux de structure de l'image parce que ça peut tout de suite amener une destruction très importante de la dynamique globale, du côté naturel de l'image. Et c'est pour ça qu'on va voir comment améliorer un petit peu les choses. Après, il y a des gens qui sont partisans vraiment de faire du HDRMT à fond et vraiment de venir de niveler vraiment tous les niveaux de luminosité de l'image.
Ça donne des images qui peuvent être intéressantes pour le côté très détaillé. Moi, personnellement, je trouve que sur une image vraiment finalisée, qui a une vocation plus esthétique, on perd quand même énormément d'intérêt par le côté très peu naturel de l'image. Alors là, je précise que pour appliquer ce process HDRMT, je suis venu créer un masque. Alors pour ça, je vous renvoie à aux 2 vidéos précédentes sur lesquelles on a abordé la création des masques. Mais pour vous le dire en quelques mots, voilà, j'ai juste créé une version starless de l'image avec Star Exterminator. Donc j'ai récupéré mon image starless qui va me servir pour la génération du masque. J'ai récupéré mon masque d'étoile et avec Range Selection, j'ai donc créé un masque pour les zones lumineuses, un petit peu large, un petit peu diffus, suffisamment flouté et assez large pour intégrer suffisamment de régions, parce que je veux pas me restreindre à la zone la plus lumineuse de la nébuleuse, je veux vraiment pouvoir essayer d'appliquer le process jusque sur les extensions qui sont ici. Voilà. On voit les zones qui sont prises en compte, on voit les zones qui sont exclues. Il y a vraiment, ça prend en compte vraiment toute la nébuleuse, de manière un petit peu moins poussée, mais ça le prend quand même en compte sur les zones un petit peu plus sombres. Les étoiles sont bien exclues. Alors la première chose qu'il faut que je vous montre pour bien comprendre comment fonctionne le process HDRMT, c'est qu'il va procéder à une décomposition de l'image selon différentes tailles de structure. Et pour ça, pour vous montrer ça, je vais prendre Extract Wavelet Layers, qui est un script qui est disponible par défaut dans PixInsight, et je vais lui demander de venir extraire un certain nombre de couches de l'image. Donc là, je vais en mettre 8 pour être sûr d'avoir tout ce qu'il faut, et je viens l'appliquer sur mon image. Et là, ça me sort toute une série d'images, du layer le plus petit 0 jusqu'aux plus grosses structures qui sont intégrables dans aucun layer et qui constituent le résidu, donc résidual ici, qu'on peut tout de suite enlever parce qu'il ne nous intéressera pas. Là, on a les différentes images qui ont été générées, donc du layer 0, les plus fines structures de l'image, où vraiment si on zoome dedans, on s'aperçoit qu'on n'a que quelques étoiles, quelques contours de structure très fins, mais quasiment invisibles quand on le visualise comme ça. Sur le layer 1, pareil, on a vraiment des petits résidus de contours et d'étoiles, et on commence à voir quelque chose d'intéressant à partir du layer 2, et vraiment sur les layers 3, 4, 5... Au-delà, on est sur des grosses structures, c'est-à-dire qu'on va plus viser un niveau de détail très important, on va être sur des zones plus larges, qui peuvent avoir un intérêt aussi à venir rehausser. Et à partir du 7, on est vraiment sur des grosses structures où il y a plus rien à mettre en évidence, évidemment, sur ces structures-là. Donc je vais garder que les layers vraiment pertinents, donc les 3, 4 et 5. Voilà, donc on a vu que sur les layers 1 ou 2, en réalité, on avait quasiment rien à part du bruit. Sur les layers 6, 7 et suivants, on n'avait plus que des grosses structures sans véritable intérêt, sans véritable détail à aller chercher. Les layers pertinents, là où les couches de l'image où il y a réellement des structures, des niveaux de détail qui peuvent être intéressants à aller chercher, c'est sur les layers 3, 4 et 5 pour cette image. Je précise tout de suite que selon que vous avez fait du driz, du binning, des choses comme ça, le layer en question, il peut varier. Donc ça peut avoir le coup, si vous avez un doute, d'aller appliquer le script Extract Wavelet Layer sur votre image pour bien visualiser où se situent à peu près les niveaux de détail de votre image. Ça peut changer selon les images. Ce qu'on remarque, c'est que là, on n'a pas vraiment de bruit qui est pris en compte, le bruit de petites structures. On a pas mal de niveaux de détail qui peuvent être intéressants selon les images à venir prendre en compte, des plus fins détails sur le layer 3 et jusqu'à des détails vraiment plus gros, sur des structures plus importantes sur le layer 5. Et on constate que sur ces 3 layers, que ce soit le 3, le 4 ou le 5, on voit bien les étoiles. Ça c'est important parce que ça veut dire que sur ces niveaux de structure, si on vient appliquer des modifications, ça va affecter beaucoup d'étoiles sur l'image. Ça affectera pas les plus petites qui seront plutôt sur les layers 1 et 2, ça affectera peut-être pas les plus grosses qui seront dans le résidu ou dans des couches supérieures. En revanche, la grande majorité des étoiles qui sont comprises sur les layers 3, 4 et 5, ça va venir les affecter. C'est pour ça que dans le masque de protection, il faut vraiment venir protéger les étoiles pour ne pas risquer de venir vraiment altérer les étoiles. Et je précise d'ores et déjà que si vous vous posez la question, oui, c'est possible de venir appliquer ce process uniquement sur l'image starless et de réintroduire les étoiles après. C'est faisable. Cela étant, le process appliqué de la manière que je vais vous montrer fonctionne très bien avec les étoiles. Il n'y a aucun risque d'altérer les étoiles. Donc voilà, après c'est à vous de voir si sur telle image en particulier ça peut présenter un intérêt spécifique, mais ça marche très bien avec les étoiles laissées sur l'image. Donc voilà, on se rend bien compte que
pour vraiment venir rehausser les détails, il va falloir jouer sur ces layers. Alors là, le 3, le 4, le 5, ça correspondra pas forcément à ce niveau-là dans l'outil HDRMT, mais ça permet de bien visualiser les couches sur lesquelles sont présents les détails. Et c'est de cette manière que va procéder le process HDRMT, c'est-à-dire qu'il va venir décomposer l'image en sous-images avec les différentes structures ou différentes échelles et venir les recombiner ensemble en étirant la dynamique pour permettre de gagner en détail. On va dire un petit mot du process HDRMT, alors qui au final est relativement simple à utiliser, voire même très très simple à utiliser. On a vu que tout à l'heure, en l'appliquant sans rien modifier, sans rien faire, sans mettre de masque, sans cocher aucune option, quoi que ce soit, ça donnait déjà un résultat qui pouvait être intéressant, alors qui était peut-être un peu excessif, mais qui était en soi intéressant. Donc, c'est vraiment pas un process qui est compliqué à utiliser, il y a juste quelque chose à savoir. Alors la première chose qu'on va dire avant même de parler des réglages, c'est que ce process dispose de deux options en réalité très intéressantes. La première, c'est qu'il permet de créer lui-même, sans que vous ayez rien à faire, un masque de luminance pour venir vraiment appliquer le process sur les zones les plus lumineuses. Évidemment, ce process, il fonctionne que sur les zones les plus lumineuses de l'image parce qu'il va venir récupérer du détail, de la dynamique dans les zones les plus lumineuses. Il n'y a aucun intérêt de l'appliquer sur les zones les plus sombres et c'est pourquoi le process de lui-même va être capable de synthétiser un masque. Alors par contre, vous contrôlez aucun paramètre sur la création de ce masque, c'est pourquoi moi je vous recommande de créer vous-même votre masque, précisément pour bien cibler les zones que vous souhaitez, sur lesquelles vous souhaitez appliquer le process, parce que si vous cochez juste Lightness Mask, ça peut venir appliquer le process à des zones que vous n'avez pas vraiment envie qu'il s'applique. Donc ça, à vous de voir. Après, vous pouvez faire un essai avec Lightness Mask, si ça marche bien, vous l'appliquez comme ça, et puis si vous voyez que ça n'applique pas sur les zones que vous voulez, vous pouvez venir créer votre masque de protection spécifique. La deuxième option qui est intéressante, c'est d'appliquer l'image uniquement à la luminance. Et je disais tout à l'heure, c'est plus simple de venir appliquer les process de rehaussement de détail sur les images de luminance. Si vous travaillez sur une image couleur, vous pouvez soit venir extraire la luminance et travailler dessus comme vous voulez, soit avec ce process-là, vous pouvez aussi appliquer les modifications uniquement à la luminance. Mais attention, dans ce cas-là, si vous modifiez la luminance d'une image couleur directement, c'est-à-dire que vous allez venir, en gros, là, avec ce process, assombrir certaines zones, ça veut dire que ça va perturber aussi la couleur ou la saturation dans ces zones-là, puisque vous aurez appliqué le process qu'à l'image de luminance. Donc, voilà, moi je vous recommande plutôt de traiter les deux à part, ça peut être plus simple à gérer, notamment lors de la recombinaison, d'avoir appliqué des process distincts à la luminance et à la couleur, mais après ça peut se faire. À noter que quand vous utilisez ce process sur une image couleur, vous avez une fonction préserver la teinte, voilà, qui permet justement d'éviter de venir complètement modifier l'aspect des couleurs sur votre image. Mais en revanche, ce qui est dommage, c'est que cette option, elle se désactive dès que vous cochez appliquer à la luminance. Donc voilà, c'est pour ça moi que je vous recommande vraiment de faire les choses à part. Alors, juste un mot, si vous posez la question, oui, il est parfaitement possible d'avoir créé un masque de protection, de venir l'appliquer sur l'image, et de laisser cocher la case Lightness Mask. Ça va faire une sorte de double protection, donc ça s'appliquera sur le masque le plus restrictif. Ça peut permettre d'appliquer le process de manière un petit peu plus douce, éventuellement. Bon, vraiment les deux sont très performants, donc si vous avez un masque de protection bien paramétré et bien précis, c'est pas la peine de venir cocher Lightness Mask en plus, mais voilà, sur certains process, parfois, ça peut améliorer un petit peu les choses. Dans les options qu'on va pas du tout non plus aborder, c'est deringing, puisque là, c'est une fonction qui va venir essayer de protéger les étoiles, mais on a vu que dans notre masque de protection, on a bien exclu les étoiles. Donc normalement, on n'aura jamais de problème de deringing en utilisant cette méthode. Et enfin, le mid-tone balance, par défaut, vous vous posez pas de questions, vous le laissez en automatique, ça donne de très bons résultats, et le reste, c'est plus sur des applications un petit peu différentes qu'on va pas aborder ici. Idem pour Median Transform, que ça consiste à utiliser un process Median Transform, HDR, Median Transform, au lieu des wavelets. Pas d'intérêt pour moi à ce stade, ça donne des résultats qui peuvent être assez différents, mais on va pas en parler ici. Donc les trois seules options sur lesquelles finalement on va venir jouer, c'est le nombre de layers, donc de couches de l'image qui doivent être pris en compte pour réaliser le HDRMT, le nombre d'itérations et le paramètre overdrive. Alors pour simplifier aussi les choses, on peut dire que overdrive, dans la très grande majorité des cas, vous n'aurez pas besoin d'y toucher, et qu'en réalité vous allez juste agir sur le nombre de layers et sur le nombre d'itérations. Alors, pour visualiser un peu mieux
modification de ces paramètres et les résultats qu'on obtient sur l'image, le mieux c'est encore de faire des tests. Donc là, j'ai mis les deux mêmes images côte à côte avec le même masque, et on va venir appliquer à chaque fois des process en variant un petit peu les paramètres. Donc pour faire une comparaison déjà sur le nombre de layers à utiliser, on va voir tout de suite la différence. Si là je suis à 6 sur cette image et que je vais appliquer layer 3 à celle-là, je vais obtenir une image avec la mise en valeur de détails beaucoup plus fins, mais qui sont, on l'a vu tout à l'heure, à la limite du bruit. C'est-à-dire que là on est venu vraiment compresser la dynamique excessivement, sans véritablement gagner de détails en réalité dans l'image. Alors on en a gagné un petit peu dans la zone du trapèze, parce que ça les fait apparaître, mais sinon sur le reste des structures, on a plutôt perdu en détail, parce que les contrastes entre les zones sombres et brillantes, ça fait aussi partie de ce qu'on peut considérer comme des détails. Donc en réalité, là on voit qu'avec 3 layers, on descend beaucoup trop bas, et qu'au final on intègre que du bruit et du rehaussement de petites étoiles ou de petits contours de structure. Mais évidemment, c'est pas ce qu'on cherche à faire ici. Si à l'inverse, je prends en compte 10 layers, eh ben, on voit que j'intègre des layers où il y a trop de... On a vu tout à l'heure qu'en déjà en mettant 6 ou 7 layers, on avait un résidu qui était considérable. Donc en fait, avec 10 layers, on vient tenir compte de beaucoup trop de couches différentes qui intègrent ce résidu et qui donc au final ne permet pas de gagner grand-chose sur l'image. Donc en réalité, après, pour être sur des valeurs un petit peu plus proches, là on a fait 6, on va juste faire 5 pour voir la différence. On va se rendre compte que, vraiment en passant d'un layer à l'autre, entre le 6 et le 5, on a déjà des résultats alors, qui sont un peu plus proches, mais qui sont quand même différents. C'est-à-dire que là, plus on va réduire le nombre de layers, plus on voit qu'on vient vraiment écraser complètement la dynamique. Les zones qui restent un petit peu plus brillantes, là ici sur le layer 6, elles deviennent vraiment aplaties directement sur le layer 5. Et si je ferais l'essai en passant sur le layer 4, ça va être encore pire. Et là, on voit qu'on a des choses, des zones qui sont mises en évidence qui sont intéressantes, mais que la dynamique, là, est vraiment totalement aplatie. Inversement, si au lieu de faire 6, je passe sur un layer 7, bah, je vais avoir une image qui va conserver un petit peu plus de dynamique que le layer 6, avec des zones lumineuses un petit peu plus lumineuses, un côté un peu moins aplati, et je reste sur des niveaux de détail, on va dire, mis en évidence, qui sont comparables. Donc ça, après, le jeu, ça va être de venir trouver le bon, la bonne valeur de layers dont il faut tenir compte pour appliquer ce process. On voit qu'en réalité, là, à 5, je suis sur quelque chose qui est très aplati, mais où il y a des détails qui restent intéressants. 5, c'est une option. 6, c'est une option. 7, ça pourrait l'être également. On est sur un niveau de layer, là, sur cette image, qui va être intéressant à prendre en compte, compris entre 5 et 7. Donc ça, c'était pour le nombre de layers, de couches à prendre en compte pour l'application du process. L'autre paramètre qui est très important, c'est le nombre d'itérations. Et on va se rendre compte très rapidement qu'entre 1 et 2 itérations, on a déjà une grosse différence, surtout en niveau de dynamique. C'est-à-dire qu'on n'a pas remonté beaucoup plus de détails, au contraire, on a même l'impression d'avoir que l'image là c'est un petit peu diluée, c'est tellement aplati que on voit même plus les contours de l'objet, donc c'est quelque chose, le nombre d'itérations, qui a un impact très fort et immédiat sur le résultat qu'on peut obtenir. C'est vraiment, voilà, passer d'une itération à 2 itérations, c'est déjà une modification très importante. Il faut dire que dans la très grande majorité des cas, vous resterez le plus souvent sur une itération. C'est très rare d'avoir besoin de recourir à plus d'une itération pour une couche donnée. C'est-à-dire que là, avec ce process, en réalité, on va pas chercher à obtenir une image finalisée directement. On va chercher à obtenir plusieurs versions et à les mixer entre elles pour obtenir quelque chose qui permet de rehausser le détail tout en gardant une dynamique suffisante, ce qu'on peut pas faire en appliquant strictement le process HDRMT. Donc le but, ça va pas être de venir trop forcer sur une image, sur un layer en particulier, ça va plutôt être de jouer sur les différents layers qu'on prend en compte. Et en réalité, le nombre d'itérations, vous aurez quasiment jamais besoin de pousser au-delà de une, parce que ça donne un résultat qui sera toujours trop aplati, quel que soit le layer. Alors vous avez quand même un paramètre, je disais tout à l'heure, overdrive, on s'en servira quasiment pas, mais on peut quand même s'en servir. En réalité, c'est pour venir appliquer un petit coup de boost à la compression dynamique qui est effectuée sur l'image. Par exemple, là, si je réapplique donc mon nombre de layers 6, une itération, avec l'overdrive à 0, eh ben, je peux venir jouer après, voilà, entre 0 et 1. Admettons que je lui mette 0,5, on va voir tout de suite la différence. En réalité, overdrive, c'est quelque chose qui va permettre de venir raffiner un petit peu le nombre d'itérations. On a vu que quand on passait d'une itération à 2 itérations, on avait un résultat qui était très différent, avec un aplatissement beaucoup plus fort de la dynamique.
en réalité, en restant à une itération et en venant renforcer par exemple l'overdrive à 0,2, je vais commencer à avoir des résultats qui seront intermédiaires entre une et deux itérations. Donc comme la différence est très grande entre une et deux itérations, on peut venir se contenter d'une itération et de venir un petit peu pousser le boost de la compression dynamique avec le facteur overdrive. Mais encore une fois, c'est un petit peu la même logique qu'avec ce qu'on a dit avant sur les itérations, c'est-à-dire que dans la très grande majorité des cas, vous aurez quasiment jamais besoin de venir toucher overdrive parce que c'est plus simple de jouer avec différentes couches de layer que de venir sur un layer spécifique modifier les itérations ou l'overdrive. Donc une fois qu'on a dit tout ça, on se rend compte qu'en réalité le process HDRMT, en tout cas dans la manière de faire que je vous recommande d'utiliser dans ce tuto, elle est excessivement simple parce qu'on touche à aucune option et on ne modifie aucune valeur par rapport aux paramètres par défaut en dehors du nombre de layers. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très simple et on peut faire plusieurs essais on peut faire 3 à 4 images avec le masque, appliquer les différents niveaux de layers et se rendre compte si vraiment on a un doute du niveau de layer qu'il faut utiliser pour venir appliquer le bon process à l'image. Donc là, pour les besoins de la démonstration, je vais travailler avec 3 images. C'est les 3 mêmes images avec le même masque, hein, et je vais juste venir jouer avec des niveaux de layers différents. Je vais conserver mon image de départ, qui est l'image la plus naturelle possible en termes de dynamique, et je vais venir appliquer 2 process différents. Alors on disait tout à l'heure, on était entre 5 et 7, et ben on peut se permettre pour la première image de venir jouer avec le layer 7, et puis pour la deuxième image, je vais essayer de tirer un petit peu plus sur les détails, on pourrait mettre 4, on pourrait mettre 5, là je vais mettre 5, mais c'est vraiment pour vous montrer le principe, après on peut essayer de raffiner selon les images sur ce qu'on utilise. Et donc, à ce stade-là, on n'a plus besoin de notre process HDRMT. En réalité, c'est déjà fini pour HDRMT. C'est très simple à utiliser et c'est très rapide. Et maintenant, le jeu, ça va être de venir mixer nos images ensemble avec Pixelmatte. Alors là aussi, vous avez une grande liberté pour faire à peu près ce que vous voulez. L'idée, ça va être d'affecter des coefficients différents à chaque image pour venir mixer ces 3 versions. Essayer d'améliorer les détails, essayer d'améliorer le contraste dans les structures plus grandes avec le layer le plus grand, dans les niveaux de détail des structures les plus petites avec le layer le plus petit, tout en conservant une grande partie de l'image d'origine qui a la meilleure dynamique, et on ne veut pas perdre toute cette dynamique qui est la plus naturelle et la plus intéressante en réalité sur cet objet. Donc là, après Pixelmatte, vous pouvez venir définir vraiment les paramètres que vous voulez pour mixer vos 2 ou 3 images, ou même 4 images. Après, là, vous faites absolument ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser vous pouvez créer une seule image avec HDRMT et venir la mixer avec l'image de départ. Vous pouvez en créer 2, 3, 4. Vous faites exactement ce que vous voulez, et pour chacune des images, vous venez donner les coefficients de pondération que vous souhaitez pour essayer de mixer ça comme il faut et d'avoir un résultat cohérent. Une bonne base de départ, en général, quand je fais ça, je fais soit une seule image, soit 2. Je pense pas en avoir créé déjà plus avec 3 ou 4. Après, ça sert pas à grand chose. On a vu qu'on a il faut mieux prendre 2 images très différentes avec les layers, ou qui ont un niveau de différence suffisant, plutôt que de venir prendre beaucoup de niveaux de layers qui ont de faibles différences entre eux et de mixer tout ça, parce qu'on va pas modifier grand chose au final en faisant ça. Une bonne base de départ, par exemple avec 2 images, c'est de faire un 60% d'image d'origine, 40% de l'image HDRMT. Ça permet d'obtenir des choses intéressantes. Après, en fonction, vous pouvez monter 75% de l'image d'origine, 25%, ou même faire du 50-50, tout dépend de l'image. Une bonne base de départ, là, sur la configuration qu'on a là, image d'origine non retouchée, image avec HDRMT à un layer un petit peu grand, et puis HDRMT avec un layer un peu plus petit, c'est de partir sur 50% pour l'image d'origine, 30% pour l'image avec les grosses structures, et 20% avec l'image avec les plus petites structures. À attribuer un poids de 50% à l'image d'origine, ça permet déjà de ne pas perdre totalement la dynamique naturelle et d'origine de l'image. Et ensuite, la répartition entre les 2 autres images, moi j'ai tendance à venir toujours privilégier un petit peu aussi la dynamique, et le côté totalement écrasé et lisse de la deuxième image, je réduis le poids de manière à ce que ça soit pris en compte et qu'on gagne un petit peu en visibilité les petits détails, mais sans que ça altère trop toujours cette dynamique d'ensemble de l'image. On va venir créer notre image avec ces différents paramètres. Donc là, voilà, d'un côté, j'ai mon image d'origine, et de l'autre, j'ai mon image mixée avec 50%, 30% et 20% de mes 3 images, et on voit qu'on a conservé vraiment
dans une certaine mesure, parce que de toute façon, l'application de ce process va toujours se faire, le rehaussement des détails avec ce process dans les zones lumineuses va toujours se faire au détriment de la dynamique d'ensemble. La question après, c'est à quel point à quel point de sacrifice de la dynamique on va se placer pour venir mettre en valeur ces détails. Quels sont les détails qu'on va un petit peu sacrifier, c'est-à-dire qu'on va accepter de ne pas vraiment les relever parce que sinon ça aplatirait trop la dynamique de l'image. Voilà, le tout c'est de trouver un compromis qui nous semble acceptable. Donc ça c'est notre image de départ, ça c'est l'image mixée. On voit qu'on a quand même réussi à garder la dynamique un peu globale de la galaxie. On n'est pas sur des choses très aplaties en termes de dynamique où il y a très peu de différence entre les bandes de poussière et la nébuleuse comme c'est le cas ici. Là on est sur quelque chose qui reste plus contrasté. Et pour autant on se rend bien compte qu'on est venu mettre vraiment en évidence des détails intéressants et de manière importante dans cette image. On voit qu'on est passé de ça avec très peu de détails visibles, c'est vraiment très difficile de percevoir quoi que ce soit dans la région du cœur, dans la région du trapèze, à ça, donc avec des structures qui sont bien mieux mis en évidence. On voit qu'on a retrouvé un certain fourmillement de détails dans la région du trapèze, dans les nébuleuses qui sont autour. Pareil dans les bandes de poussière sombre, qui ressortent beaucoup mieux, on a vraiment un contraste plus important, et on notera qu'on n'a pas du tout touché aussi aux étoiles. Ça c'est important parce que les étoiles vraiment n'ont pas du tout été affectées par ce process. Donc voilà, après la question c'est toujours de savoir à quel équilibre on veut parvenir et à quel niveau de mixage on veut arriver. On pourrait imaginer, ça c'est juste pour l'exemple, faire un mixage différent en affectant des coefficients différents aux images et en faisant un tiers. Et on va voir que juste en faisant cette petite modification dans les coefficients, donc là on est à 0,5 sur l'image de départ et là à 0,33, on commence vraiment à diminuer la dynamique de l'image et les zones les plus claires commencent vraiment à descendre. Donc voilà, après, ça reste une image qui pourrait être totalement légitime d'exploiter, c'est juste qu'on commence à compacter quand même beaucoup plus la dynamique. Et si on compare les deux images, on va voir qu'on gagne pas nécessairement en réalité au niveau des détails. C'est plus sur les contrastes globaux que ça se joue, et on vient là aplatir plus la dynamique sans réellement augmenter ni gagner de détails dans l'image. Donc voilà, il faut garder ça en tête. Une image qui est très aplatie, certains détails peuvent sauter un peu plus aux yeux, mais en réalité, c'est des détails qui sont juste un peu moins visibles dans l'image avec une meilleure dynamique. Pour autant, ces détails sont bien présents. Donc voilà, encore une fois, c'est un arbitrage à faire entre ces deux contraintes de dynamique et de mise en valeur des détails. Après, un autre mixage là que je fais un peu pour la démonstration aussi, c'est que là, je suis juste venu mixer mon image d'origine 60% et 40% de mon image avec les plus gros layers. On voit que on a gagné encore un petit peu en dynamique, parce qu'on n'a pas intégré une image où la dynamique était trop compressée, et que fondamentalement, voilà, certains détails là ici dans le centre de la nébuleuse qui commencent à être un peu plus compliqués à percevoir, mais la dynamique globale reste meilleure, et il n'y a pas une différence en réalité si énorme que ça entre les deux images. Donc tout ça pour relativiser un petit peu la difficulté en quelque sorte de l'exercice de mixage, vous pouvez vous permettre de trouver des valeurs qui sont un petit peu larges. Ça va pas se jouer au dixième de pourcentage pour mixer vos images, ni que vous preniez 2 images, 3 images avec des coefficients un petit peu différents. Du moment que c'est pondéré comme il faut, vous obtiendrez des résultats cohérents et vous n'allez pas passer de quelque chose de très aplati à quelque chose de très dynamique juste en modifiant légèrement les coefs. Vous avez un peu de marge pour trouver les bons paramètres, ça se joue pas au dixième de pourcentage, quoi. Donc on le voit au final un HDRMT entre cette image-là et cette image-là, qui a un résultat comme un autre. Encore une fois, certaines personnes trouveront que c'est trop aplati, auquel cas c'est pas compliqué de venir remonter la valeur de l'image de départ, plutôt que de mettre 50%, on peut mettre 70%, et puis donner 20% à la deuxième et que 10% à la troisième. L'essentiel évidemment dans l'EQF, c'est de pas dépasser 1. Il faut que ça soit égal à 1 et que ça soit pas inférieur parce que vous allez perdre en luminosité et pas supérieur parce que vous allez cramer certaines zones de l'image. Mais si vous respectez cette répartition, voilà, bien distribuez vos 100% de manière harmonieuse entre les images, et ben vous obtiendrez un résultat qui sera cohérent et qui sera satisfaisant pour vous. Et on voit que c'est quelque chose qui est très simple à faire et qui permet de gagner énormément sur l'image. Et pour faire un autre exemple de l'application de ce process, donc ça marche très bien sur les zones
très brillante de l'image, que ce soit sur les nébuleuses ou sur les galaxies. On peut en faire un exemple là avec cette galaxie-là qui présente beaucoup de détails et qui a voilà, un fort gradient de luminosité entre le centre et la périphérie. Et il y a des détails très intéressants à venir mettre en lumière sur cette galaxie. Alors là, c'est une image qui a été traitée en drizzle, donc l'image fait le double de la taille. Donc on va le faire, je prends les paramètres par défaut et je vais juste appliquer le lightness mask du process. On va voir que ça donne de bons résultats également. Je ne vais pas refaire le masque pour celle-là, mais voilà, vous avez compris le principe. Si je fais, là ici, j'ai tout à l'heure pour Orion sur A5, j'étais sur des niveaux de layer qui étaient très cohérents, mais comme là j'ai fait un drizzle, mes niveaux de structure, la taille de mon échelle de structure, elle a été modifiée. Donc on voit que si j'applique quelque chose qui était bien pour Orion à cette galaxie-là, A5, là c'est tout de suite beaucoup trop écrasé, ça manque de dynamique, et on retombe sur des niveaux de layer qu'on avait tout à l'heure à 2 ou 3. Donc en réalité, voilà, si votre image elle est traitée en drizzle, il va falloir venir augmenter un petit peu le niveau de layer. Là par exemple, si je fais un niveau de layer, alors, je vais pas doubler, je vais pas le mettre à 10, mais si je le mets à 9, normalement on peut penser que ça va donner quelque chose de satisfaisant. Alors là toujours, je ne gère pas le masque de luminosité. Donc c'est un petit défaut à mon sens. Pour le faire bien, il faudrait pareil repasser en starless, créer le masque, soustraire les étoiles à ce masque-là et venir appliquer le process avec ce masque vraiment ciblé. Là pour l'exemple, je me simplifie un petit peu la vie, mais je pense que vous avez bien compris le principe. Et puis pour faire une version un petit peu plus péchue au niveau des détails, là on peut le réduire à 7 et on va faire 2 itérations. Allez, soyons fous, ça devrait quand même donner quelque chose de cohérent. Voilà, donc là j'obtiens mes 2 images. On voit que sur l'image avec la différence, hein, si j'ai regardé après au niveau du bulbe, j'ai quand même quelque chose qui est beaucoup plus appuyé, avec une dynamique, voilà, je viens gagner pareil des détails jusque dans le noyau de la galaxie. Et ensuite, le jeu, ça va être de venir faire pareil, le même type de mélange avec Pixelmath. Voilà, donc là je viens refaire mon petit mixage 0.5, 0.3, 0.2, et je récupère une image. Voilà, on voit la différence là entre les deux versions. Alors cette version-là, j'avais moins retouché, je l'avais pas retraité parfaitement au niveau du bruit, etc. Donc modulo ce petit boutonnement de fond de ciel qui est commun aux 2 images et qui n'a rien à voir avec ce traitement, juste sur l'appréciation de la dynamique de la galaxie, on voit qu'on a gagné quand même pas mal de choses. On a un niveau de détail, voilà, c'est un petit peu mieux résolu, on va dire, sur notre image avec HDRMT, notamment dans les bandes de poussière au sein des bras spiraux. Et puis au niveau du noyau, on arrive même à mettre en évidence cette zone, vraiment cette barre, parce que en fait, c'est une galaxie spirale barrée, mais on voit bien la barre ici qui est présente, avec le bulbe là qui est mis en évidence, alors que sur l'image initiale, c'était une zone un petit peu indistincte, et on avait bien du mal à discerner quoi que ce soit dans cette région centrale de la galaxie. Donc pour résumer, HDRMT, c'est un excellent process, je trouve, moi en tout cas, que j'aime beaucoup utiliser, quand les images s'y prêtent, et ça s'y prête quand même très souvent, parce que c'est quand même assez régulier que sur des galaxies ou sur des nébuleuses, il y a quand même des zones très brillantes qu'on cherche, voilà, où on cherche à récupérer du détail. À noter que ça fonctionne de manière générale très bien sur toutes les images où il y a des zones lumineuses, où les détails sont un peu noyés dans la luminosité. Donc de la même manière, ça fonctionne aussi très bien, ça peut donner de très bons résultats sur des amas globulaires, où au centre c'est vraiment beaucoup plus lumineux qu'en périphérie, et ça permet de redonner un petit côté fourmillement comme ça aux amas globulaires, qui sinon peuvent être vraiment assez saturés dans le centre. L'avantage de HDRMT, alors outre qu'il est quand même très efficace, c'est sa très grande simplicité de mise en œuvre et d'utilisation et de paramétrage. On l'a vu, hein, il y a 1, 2, maximum 3 paramètres à ajuster et qui sont assez simples à ajuster, c'est simple de trouver les bons paramètres avec HDRMT. En réalité, la seule véritable contrainte qu'on peut avoir, c'est de créer des masques qui sont suffisamment bien localisés pour permettre de l'appliquer exactement dans les zones où on en a envie. Et si vous ne maîtrisez pas trop cet aspect-là, vous pouvez toujours vous reposer sur la fonctionnalité de création de masques du process, qui donne malgré tout quand même de bons résultats. Alors, on en a fini avec HDRMT, on va regarder maintenant 2 autres process qui permettent également d'accentuer les détails, surtout dans les zones lumineuses de l'image. Et pour une raison simple, c'est que c'est des process qui vont avoir tendance à faire monter un peu naturellement le bruit, donc ils n'ont pas vraiment vocation à aller s'appliquer dans des zones plus sombres. Donc il faut garder en tête que c'est, encore une fois, pour le rehaussement des détails dans les zones
plus lumineuse de l'image, mais ça reste des bons compléments à HDRMT, ça remplace pas véritablement HDRMT à mon sens, mais sur certaines images où HDRMT ne trouve pas à s'appliquer, ou pour renforcer un petit peu certains aspects du process effectué avec HDRMT, ça peut être des bons compléments. Une chose aussi, c'est que maintenant qu'il y a Blur Exterminator, pour les gens qui utilisent Blur Exterminator en tout début de traitement, ça rehausse tellement les détails dans certaines zones que finalement, au stade non linéaire, on pourrait presque se contenter pour certaines images de HDRMT pour venir rejouer vraiment, non pas sur les détails, l'accentuation des détails, mais vraiment sur la dynamique de l'image, sur les niveaux de visibilité et la mise en évidence de certains détails. À voir après, BXT, je vais pas l'inclure dans cette vidéo en ce qui concerne le rehaussement des détails au stade non linéaire, parce que de l'aveu même de son créateur, Russell Croman, ça ne donne pas de bons résultats en non linéaire, c'est vraiment fait pour être mis en œuvre au tout début du traitement sur l'image linéaire. Pour l'avoir testé moi-même en non linéaire, ça ne donne vraiment pas de bons résultats, ça donne un côté vraiment trop accentué, trop appuyé avec la création de beaucoup d'artefacts. Donc BXT, on va même pas l'envisager ici en non linéaire. Mais ce qu'il faut dire, c'est que BXT donne de tellement bons résultats, rehausse tellement bien les détails, que une fois que vous êtes arrivé au stade non linéaire, HDRMT peut suffire. Les autres process qu'on va voir là, à voir si ça mérite d'être utilisé, à voir si ça apporte quelque chose, ou si au contraire ça vient trop accentuer ou rajouter du bruit. Ça sera à tester sur chaque image est différente, et on peut imaginer que ces process-là puissent continuer à s'appliquer dans certains cas. Mais attention, voilà, attention au surtraitement, c'est-à-dire qu'auparavant on arrivait sur une image en non linéaire où les détails éventuellement avaient été rehaussés avec la déconvolution, mais ça restait quelque chose qu'on pouvait appuyer. Maintenant avec BXT, il faut avoir la main assez légère, je trouve, sur les process de rehaussement de détails au stade non linéaire, sous peine de tout de suite basculer dans une image qui va être soit trop accentuée, soit surtraitée, soit où il y a des artefacts qui vont apparaître. Donc à utiliser avec modération et avec parcimonie, et si ça se justifie. Le premier de ces process qu'on va voir, c'est local histogramme équalisation, alors que je vais remettre avec ses paramètres par défaut. Local histogramme équalisation, ça fonctionne un petit peu de la même manière que certains process qu'on peut avoir sous Photoshop de rehaussement du détail, c'est-à-dire ça va jouer de manière localisée sur les contrastes. Ça va venir rehausser les contrastes sur certaines structures. Ça peut donner de bons résultats. Alors attention, il y a quelques mises en garde sur ce process. La première, c'est que si vous travaillez pas avec la résolution d'histogramme à 12 bits et que vous restez à 8 bits, très souvent vous allez avoir la création de zones un petit peu d'artefacts, de traits, de zones un petit peu dessinées sur les contours de votre masque. Donc la première chose à faire déjà, c'est de repasser en 12 bits pour qu'il ait une grande finesse, plus de finesse dans le calcul et qu'il puisse vraiment venir faire ces corrections précisément. La deuxième, c'est qu'il faut absolument l'utiliser avec un masque parfaitement adapté. Ce process-là, il peut faire beaucoup de mal aux étoiles, il peut rehausser énormément le bruit, donc là encore, il faut venir créer des masques véritablement adaptés, c'est-à-dire que par exemple, là pour vous donner un exemple, je me suis pas contenté de reprendre le masque que j'avais utilisé précédemment pour le traitement HDRMT, j'ai refait un masque différent, plus centralisé sur la nébuleuse elle-même, qui cible plus les zones réellement très brillantes de l'image, c'est vraiment celle-là, et en venant exclure les étoiles. Et ça, c'est vraiment, là, pour le coup, vraiment indispensable. Et bien surveiller en fin de traitement, vous n'avez pas des petits artefacts qui sont apparus au niveau des masques, ça peut arriver. Alors, comment il fonctionne ce process? Il fonctionne de manière assez simple, c'est-à-dire que déjà, quelque chose de bien, c'est que vous pouvez travailler avec une preview, donc on va pas s'en priver, on va venir faire la preview ici, et on va passer directement en mode preview pour voir vraiment le résultat. Comment ça fonctionne? Ça vient augmenter, booster le contraste entre certains niveaux de structure. Alors c'est un petit peu le même principe qu'avec HDRMT qu'on a vu avant, on raisonne sur des layers, sur ce genre de choses. Là il raisonne pas sur des layers, il raisonne sur des dimensions de structure que vous allez pouvoir lui indiquer. Donc ça c'est le kernel radius qui est ici. Si vous êtes aux alentours de, on va dire à partir de 50, faut pas descendre trop parce qu'on a vu avec les layers tout à l'heure, si on descend vraiment trop, on est que sur le bruit ou le bruit de fond de ciel, la granularité, les contours de détails, donc c'est pas des choses qu'on va pouvoir venir pousser de manière très efficace. À partir de 50, 60, 70, 80, on va dire qu'on est sur des choses qui sont des détails qui sont plutôt petits.
Si on augmente cette taille-là, qu'on passe à plus de 100, 120, 150, on va venir jouer sur des tailles de structure plus grandes. Alors là, je vais le remettre par défaut. On peut faire un exemple là tout de suite. On voit que là, c'est mon image de départ. Si je applique ce process-là, de rehaussement des contrastes avec 64 comme valeur de kernel radius, qui est une bonne valeur, vous pouvez envisager de descendre un petit peu ou de monter un petit peu en fonction de votre image, on voit qu'on vient appuyer sur des niveaux de structure assez faibles. Si je le remonte assez fortement, on va dire à 160, voilà, on n'a plus exactement le même rendu, on vient mettre en valeur des zones plus larges de l'image. Ça équivaudrait un petit peu à ce qu'on faisait tout à l'heure, à accentuer le contraste sur un layer de niveau 5 ou 6 par rapport à un layer de niveau 3 ou 4 avec 50 ou 60 de valeur de base. Alors comme on se rend pas forcément bien compte là sur le preview, je suis venu l'appliquer sur la même image, là avec une valeur de 50 et là avec une valeur de 200, avec les mêmes autres paramètres dans les deux cas. Donc on voit bien là la différence qu'on peut avoir. Voilà, sur le 200, on voit qu'on vient mettre en valeur certaines zones assez larges, alors qu'on est plus dans la petite finesse avec 64. Donc ça se joue vraiment, ça se voit plus au niveau là, du trapèze, et un petit peu plus dans cette zone-là également, dans la bande de poussière, là ici aussi un petit peu, et puis dans le Running Man ici, ça se voit un petit peu aussi sur les contours des structures qui sont mises en valeur. Là, si je grossis un petit peu l'image, on voit que, voilà, notamment dans la région du trapèze, si on joue sur des petites structures, c'est venu renforcer toute cette zone-là. Ici, un peu moins, par contre c'est venu un petit peu relever certaines zones plus brillantes, comme les bandes qui sont ici. Donc, en fonction du niveau de kernel radius qu'on va indiquer, soit on va aller tirer un petit peu sur les petits détails, soit on va permettre de rehausser un petit peu la dynamique de l'image. C'est deux choses qui sont intéressantes, et d'ailleurs c'est deux choses qui potentiellement sont complémentaires l'une de l'autre. Vous pouvez très bien imaginer faire deux passes avec local histogram equalisation, avec des masques différents bien sûr, une passe pour rehausser un petit peu la dynamique sur les grandes structures, et puis une autre passe avec un masque plus localisé sur les détails pour venir accentuer des détails de faible amplitude. Voilà, c'est tout à fait possible, c'est un process qui marche plutôt pas mal. Alors là, je peux fermer celle-là. Je reprends mon image de base, parce que on a encore quelques petites choses à dire sur les autres paramètres. Donc, la valeur par défaut, 64, elle est souvent un petit peu faible en réalité, elle peut conduire à la création de certains artefacts. Moi, je vais la mettre à 100. Le contraste limite, ça, c'est la force du process qui est appliqué, en sachant que 1, ça ne change rien, c'est-à-dire c'est le contraste normal de l'image. Donc si vous voulez commencer à obtenir des résultats, il faut commencer à partir... Alors, encore une fois, ça c'est réglé en fonction de kernel radius. Si vous êtes sur des petits détails, parfois il faut à 1,2 ou à 1,3, vous pouvez déjà commencer à avoir des choses intéressantes. Là je suis à 100, je peux me permettre de rester à 2. Et le paramètre qui va venir vraiment vous permettre de régler très précisément le mélange que vous voulez avoir, l'influence de ce process-là sur votre image, c'est Amount qui, lui, détermine le poids de l'image traitée dans l'image qui vous sort. Là, si je suis à 1, eh ben, mon image traitée avec local histogram equalisation, elle représentera 100% de l'image qui sera affichée en fin de process. Donc ça sera ça. Je vais la mettre de côté pour la comparaison. Si je suis à 0, bah, j'appliquerai un process, mais il se verra pas. J'aurai 0% de mon image traitée qui sera intégrée. Si je suis à 0,5, j'aurai un mix entre 50% de mon image initiale, c'est-à-dire celle-là, et 50% de mon image traitée avec local histogram equalisation. Donc j'aurais que voilà, ça permet de s'éviter, on va dire, le passage avec Pixelmat pour mixer des versions, ça le fait directement. Et puis, en fonction de ce que vous voulez faire, si vous voulez tirer plus ou moins, affiner plus ou moins certaines structures, on parlait tout à l'heure de faire une passe sur les grandes structures, une passe sur les petites, et vous pouvez mettre des paramètres à Moon qui sont différents pour chacune de ces passes. Donc par exemple, si je souhaite rehausser un petit peu, parce que c'est un process qui peut être un petit peu violent, donc il faut faire attention, on ne règle pas le nombre d'itérations, mais ça se fait avec contraste limite. Donc là, je suis à 100, à 2, j'applique un contraste qui est 2 fois plus fort, et je vais le mixer avec 0,25, on va dire. Donc 75% de l'image d'origine, 25% de l'image traitée. Voilà. On voit que la différence, déjà, même avec 25%, elle est déjà sensible, c'est-à-dire qu'on vient rehausser très légèrement, très finement le contraste. Là, c'était un petit peu appuyé, à mon sens, sur cette image-là. Là, on voit qu'on vient relever, voilà, un petit peu le contraste en finesse,
en douceur. Encore une fois, il faut que le masque soit bien adapté, on vérifie qu'on vient pas toucher aux étoiles au cours de l'opération. Si les étoiles sont bien protégées, normalement, il n'y a pas trop de soucis. Et on voit que sur des zones typiquement comme ça, où il y a une alternance de zones sombres, zones claires, ça permet de regagner vraiment en douceur et de manière assez subtile, en rehaussant un petit peu les contours de certaines structures. Par exemple, là, si je me mets ici, je pense que voilà, ça l'a relevé ici dans la zone un petit peu plus claire. Voilà, comme ça vient accentuer un peu plus les contrastes. Et ben dans les bandes, typiquement les bandes comme ça de poussière sombre avec des zones un petit peu plus claires, normalement ça a dû aussi venir rehausser un petit peu. Voilà, ça assombrit un petit peu les structures sombres, ça rehausse un petit peu les contours autour clairs, donc ça donne un contraste un petit peu plus appuyé. Ça permet de venir, par exemple, corriger certains excès de HDRMT ou d'accentuer encore un peu plus sur certains niveaux de détail où HDRMT aurait pas assez appuyé et où on n'aurait pas pu appuyer plus sous peine de perdre trop en dynamique au niveau de HDRMT. Un autre exemple qu'on peut donner sur local histogramme équalisation, parce qu'on a vu HDRMT pour bien voir la différence, parce que là, la manière dont je l'ai présenté, on pourrait avoir l'impression que c'est juste un complément à HDRMT, ou que ça fait un petit peu la même chose que HDRMT en venant jouer sur des tailles de structure. C'est pas tout à fait exact, et là, local histogramme équalisation, c'est vraiment un process qui peut être très utile pour venir rehausser des détails, des petits contrastes, dans des structures très fines. Typiquement, si vous avez sur certaines nébuleuses planétaires, ou par exemple sur les dentelles du Cygne, des rémanents de supernova, des choses où il y a des petits filaments, ou comme ici sur la nébuleuse du Croissant, ça peut venir donner des très bons résultats. Là par exemple, alors je l'ai fait en starless, ça c'est la même méthode avec un masque, exactement la même chose que ce qu'on a vu pour les images précédentes, et je vous renvoie encore une fois aux vidéos sur les masques si vous avez des questions là-dessus. Si on vient travailler sur des structures de petite taille, donc là avec un kernel radius de 50, sans pousser trop le contraste, hein, c'est pas utile, et un mixage à 50-50 entre la version d'origine et la version traitée, et ben on se rend compte que on peut venir appuyer quand même à devenir assez substantiel le contraste dans certaines zones. Alors ça implique d'avoir un masque qui est suffisamment bien localisé, là en l'occurrence la création du masque pose pas réellement de problème sur cet objet. C'est quelque chose qu'on peut venir appliquer uniquement sur les filaments les plus brillants, pas forcément sur toute la nébuleuse, mais on voit que comme ça, alors là par exemple 0,50 c'est peut-être un petit peu violent, mais imaginons qu'on le descende à un quart, on voit tout de suite que c'est pas mal, ça apporte un petit plus, ça vient renforcer un petit peu les contrastes dans les structures les plus fines, et ça permet de gagner une impression un petit peu de relief comme ça sur le croissant. Et un troisième et dernier process qu'on peut venir aussi voir pour le rehaussement des détails, alors celui-là c'est vraiment en toute fin, vraiment en toute fin de traitement, quand vous avez fait tout ce que vous avez à faire sur l'image, le HDRMT, éventuellement du local équalisation. Celui-là, faut le réserver pour la fin parce qu'on va venir vraiment raffiner un tout petit peu la netteté de l'image sur des petits niveaux et de manière très très subtile, et dès qu'on touche un petit peu aux moindres valeurs sur ces paramètres, ça peut venir complètement fausser l'image, les étoiles, le bruit, donc il faut vraiment le garder celui-là pour la fin, et toujours évidemment avec un masque très localisé et très précis. Ce process, c'est multiscale, donc linéaire transform. MLT, on le connaît déjà parce qu'on l'avait vu pour la réduction de bruit à l'étape linéaire en tout début des vidéos de la série. Et on le retrouve ici pour l'augmentation des détails, puisque ce process il fonctionne pareil sur des niveaux de layer. Encore une fois, on retombe sur cette notion qui nous servait à l'époque sur la réduction de bruit pour venir sur chaque niveau, venir ajuster la réduction de bruit à appliquer, plus forte sur les petits layers, moins forte sur les layers plus hauts. Et ben là, ça va être un petit peu le même principe, sauf qu'on va venir affiner dans les détails ici, détail layers. Pour chaque layer, on peut venir préciser une augmentation des détails. Donc, là, encore une fois, il faut y aller petit à petit, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se permettre de faire une augmentation un petit peu plus forte sur le dernier layer, et puis on va diminuer comme ça en remontant pour éviter de trop accentuer des tout petits détails qui vont finir par être que de la granularité ou vraiment du bruit. Donc, il faut faire toujours attention à ça. Et on est sur des valeurs, alors là j'ai fait une preview, je vais me mettre sur ma preview et je vais activer ici le mode preview. J'ai ajouté, donc au lieu d'être à 0, qui est la valeur de base, uniquement sur les layers 2 et 3, ça sert à rien de multiplier, parfois sur un seul layer, ça peut donner de bons résultats.
je suis venu rajouter voilà des petites doses de détails en plus dans les paramètres. Donc plus 0,050 pour le layer 2, plus 0,1 pour le layer 3. Et si j'active la preview, on voit immédiatement la différence. Ça vient vraiment un petit peu raffiner certaines zones, ça vient accentuer un petit peu, encore une fois, le contraste. Déjà faire attention aux étoiles qui pour certaines commencent à être affectées. Donc en réalité, il faudrait sûrement que je reprenne mon masque d'étoiles avec une histogramme transformation pour venir augmenter la taille des étoiles, pour augmenter la protection et le réappliquer au masque. Parce que là, le masque n'est pas encore totalement efficace. Donc c'est attention. Et vraiment, c'est d'une utilisation, vraiment, c'est pour ça que je dis réservez-le pour la fin, parce que c'est vraiment pour venir mettre un tout petit coup de netteté supplémentaire sur votre image, un petit peu de la même manière que si vous utilisez Photoshop, vous utilisez peut-être la fonction netteté améliorée. Et ben voilà, là c'est un petit peu ça, on vient remettre une légère petite couche voilà, de netteté à la fin, essayer de débarrasser un peu l'image d'un flou qu'on devine pas, mais qui pourrait quand même y avoir. Et on voit que là, c'est tout de suite, voilà, ça fait son effet vraiment avec des paramètres faibles. Donc, bien faire attention à pas trop tirer. Si, juste pour qu'on se rende compte, si j'enlève le 0 ici, voilà, tout de suite, si on l'applique de manière trop forte, voilà, tout de suite on bascule dans une image totalement surtraitée, avec des contrastes beaucoup trop accentués. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut juste rehausser un tout petit peu les tailles, rehausser un tout petit peu le contraste. Et pour ça, il faut venir jouer par petites touches avec ce process. Mais s'il est bien employé en toute fin de traitement, il peut permettre voilà, de raffiner encore un tout petit peu l'image. Voilà, si je me mets sur mon image pour faire une petite comparaison avant, après, voilà, on voit que c'est peut-être déjà même un petit peu trop. Là j'ai poussé un petit peu pour l'exemple pour que ça se voit, mais en réalité, c'est presque pas nécessaire de le faire, ou alors faudrait réduire encore un petit peu les curseurs là sur cette image, parce que ça commence vraiment à un peu trop accentuer et on commence déjà à se diriger vers une image qui peut être assez surtraitée. Donc là, on le voit même hein, sur l'image, si je réduis, là je suis en dimension plus petite, on voit déjà ce que le process est venu faire. Voilà. Il est venu gommer une espèce de petit flou comme ça, mais attention à ce que ça perde pas le côté naturel. Là déjà dans les bandes de poussière ici, c'est sûrement trop accentué. Voilà. Alors, ce que je suis venu faire là pour continuer le traitement d'image, c'est que je suis juste venu réappliquer MLT, mais en diminuant les paramètres les valeurs par 2 sur les 2 layers. Donc voilà, ça donne déjà quelque chose hein, qui est visible hein, sur le petit format, ça gomme un petit peu l'impression de flou sur certaines structures. Voilà, c'est vraiment la limite là. Faut faire attention. Voilà, pour l'exemple, j'ai appliqué chacun des process successivement l'un après l'autre. C'est plus pour l'exemple, montrer le cumul des trois, mais en réalité sur une image, ça s'impose pas toujours de cumuler ces process-là. Ça peut être que HDRMT ou que local équalisation. MLT moins tout seul, ça apportera moins tout seul, mais ça peut être un bon complément, mais surtout si vous voyez que ça commence à surtraiter l'image, vous pouvez le laisser tomber si vous êtes satisfait avec le niveau de détail et de contraste que vous avez sur votre image à l'issue des autres process. Pareil, hein, là je fais l'essai juste pour vous montrer sur la nébuleuse du croissant, et là par contre j'ai doublé les valeurs de mes paramètres, donc ça donne quelque chose de beaucoup trop accentué, mais c'est pour que ça soit visible aussi à l'écran, parce que je sais que parfois c'est un peu compliqué sur des captures d'écran comme ça, de voir vraiment les détails aussi bien que ce que je vois moi à l'écran. Donc voilà, j'accentue volontairement pour que ça soit visible. Voilà ce que ça donne donc, quand j'applique le process. On voit bien la différence. Là, évidemment, comme je vous ai dit, c'est vraiment surtraité, mais c'est pour que l'exemple soit vraiment visible. J'ai doublé les paramètres, je laisserai des paramètres normaux, ça permettrait de faire une petite accentuation fine sur ces zones et qui passe très bien. Voilà, et enfin, dernier process qu'on va aborder aujourd'hui dans ce tuto, et c'est un process qui vise uniquement à renforcer les zones sombres de l'image. Les zones sombres de l'image, encore une fois, c'est pas toutes les zones sombres. Par exemple, là sur cette image-là, il n'est pas question d'aller renforcer le fond de ciel ou voilà. On parle vraiment des zones sombres au sein des structures. C'est-à-dire typiquement les nébuleuses obscures,
soit au sein des nébuleuses, soit les nébuleuses obscures, les bandes de poussière vraiment très obscures sur un fond de ciel, comme on peut en avoir par exemple autour de l'iris ou autour d'autres objets. Dans Céphée, il y a énormément d'objets de ce type. Et ben là, typiquement, il va falloir venir uniquement cibler les petites structures comme ça de l'image. Ça peut être aussi sur cette image, voilà, certaines zones ici un petit peu plus sombres dans la nébuleuse, qui va renforcer encore un petit peu le contraste de ces zones. Pour renforcer ces zones sombres, il y a un script qui s'appelle Dark Structure Enhance. Si vous avez vu la vidéo sur la création de masques, vous le connaissez déjà, puisqu'on s'en est servi pour générer le masque justement sur les zones sombres avec la fonction d'extraction du masque ici qui est proposée par défaut. Donc là, on peut l'activer, et ensuite les autres options en général, on va pas y toucher, surtout pour les layers et le scaling function, que ça vous pouvez laisser par défaut, ça fonctionne très bien. La vraie difficulté, encore une fois, là, ici, c'est de venir créer le masque. Alors, j'ai préparé ça à l'avance, hein. Encore une fois, dans cette vidéo, je vais pas revenir sur la création des masques, c'est dans la vidéo précédente. Dark Structure Enhance, voilà, il me propose ce masque-là. En sortie, on voit qu'il y a quand même beaucoup de zones, par exemple ici, là où il y a des nébuleuses qui sont assez lumineuses par rapport au fond de ciel, et du coup qui sont intégrées dans ce masque-là, et en revanche, voilà, les zones vraiment intéressantes, ici sur les bandes de poussière, elles sont bien prises en compte. Mais c'est un masque qui est trop permissif, donc je suis venu faire un petit coup de range selection dessus, je suis venu redéduire les étoiles, parce que j'avais reflouté le masque, et au final, ça me donne ce masque-là, voilà, qui est beaucoup plus précisément centré sur les zones aréocées, encore que voilà, on pourrait vraiment venir ne cibler que les petites zones ici de bandes de poussière et pas le reste ici entre les nébuleuses ou cette partie-là. Le petit défaut de Dark Structure Enhance, c'est qu'il fait du très bon travail pour venir renforcer les zones, mais en revanche, il va pas tenir compte des masques que vous mettez sur l'image. Il va tenir compte que des masques que lui va générer et que vous pouvez récupérer avec la fonction Extract Mask. Donc ça c'est un petit peu gênant parce qu'on peut pas vraiment venir jouer avec son propre masque directement avec le process. Alors comment est-ce qu'on procède pour renforcer ces zones sombres? Ben, on va venir donc prendre Dark Structure Enhance et on va venir appliquer tout simplement le process à l'image. Bon là je refais pas l'extraction de masque parce que je l'ai déjà fait. Et en fait l'idée c'est de venir générer une image avec les corrections effectuées et de venir la recombiner avec notre image de départ, cette fois en sélectionnant les bonnes zones avec le masque que nous on a créé. Donc, comme je vais avoir un mix au final entre une image d'origine et une image traitée, je peux me permettre de renforcer un petit peu les paramètres, parce que sinon le traitement risque de pas être assez puissant, comme je vais mixer au final avec une autre image. Donc là, je vais le passer à 2, et je vais pousser un petit peu Amount à 0,50. Voilà, en gros, c'est la force du process, c'est le nombre d'itérations, c'est des choses maintenant, je pense que vous avez l'habitude, et vous voyez ce que ça va, les types de modifications que ça va apporter à l'image. Là, c'est vraiment comme j'ai poussé volontairement un petit peu le traitement, ça saute vraiment aux yeux. Donc, on va prendre notre image qui a été traitée, je la duplique ici, et puis je vais revenir sur mon image de départ, et c'est à elle que je vais venir appliquer, voilà, le masque de protection que moi j'ai généré et qui est plus restrictif que celui proposé par le script DSE. Et ensuite, on va venir combiner ces images avec Pixelmath, en sachant que la subtilité avec Pixelmath, c'est que vous pouvez bien sûr tenir compte des masques qui sont appliqués aux images, mais uniquement aux masques qui sont appliqués à l'image cible. Donc déjà, la première chose, c'est qu'on va bien lui spécifier de remplacer l'image cible, et on va appliquer cette opération sur notre image de départ qui, elle, dispose du masque pour éviter que justement le process soit appliqué dans des zones qui sont trop prises en compte avec le masque DSE. Alors, on pourrait spontanément se dire que la formule la plus simple pour appliquer ce process et faire le mixage de nos deux images, c'est d'utiliser la fonction minimum comme il n'y a que les zones ici qui ont été affectées, dans les zones sombres, et ben ça va jouer uniquement sur ces zones-là avec la bonne localisation avec le masque. Sauf que, voilà, si je fais ça, je vais venir appliquer directement au maximum le process DSE, et là on a vu que je l'avais appliqué de manière renforcée pour justement me laisser une marge de manœuvre ensuite lors de la combinaison des images. Donc la fonction minimum en réalité c'est pas du tout une bonne idée parce que ça va être beaucoup trop appuyé. En revanche, ce qu'il va venir falloir faire, c'est faire un mixage classique des images,
en attribuant des pondérations, des poids différents à chacune des images. Et évidemment, toujours venir appliquer le process sur l'image cible qui est dotée du masque. Là, si je fais un essai à 0,5, on voit que déjà c'est assez brutal. Alors, les autres zones qui étaient prises en compte avec le masque DSE sont pas du tout prises en compte, parce que là c'est bien mon masque qui s'applique. En revanche, on voit que ça devient quand même un petit peu trop accentué. Mais à ce niveau-là, c'est vraiment pas un problème d'avoir trop accentué le traitement dans un premier temps avec DSE, parce qu'on peut tout à fait venir réajuster les paramètres. Par exemple, je vais dire 75% de mon image d'origine et seulement 25% de l'image traitée avec DSE. Voilà, on voit que j'ai un renforcement déjà là qui est notoire, hein, des zones ici. Si je viens zoomer un petit peu là, voilà, on se rend compte que ça a bien appuyé sur ces zones-là. Dans les bandes de poussière ici, voilà, c'est plus marqué également, ça renforce un petit peu le contraste sur ces zones. Alors peut-être que 75, c'est peut-être un petit peu excessif, on pourrait imaginer de mixer, voilà, on va dire à 65-35, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus appuyé. Voilà, par exemple là, c'est pas mal. En sachant qu'après, voilà, on pourrait retravailler le masque pour que ça touche moins certaines zones et plus d'autres, etc. Voilà, on voit que ça propose quelque chose d'assez bon, peut-être sans doute un petit peu trop encore appuyé ici, mais après c'est juste une histoire de réglage des coefficients. C'est vraiment pas compliqué de venir trouver en quelques essais les bonnes valeurs. Là par exemple, si je mets 70-30, je vais commencer à trouver un compromis acceptable et je peux encore envisager de raffiner, ou si mon masque me donne pas satisfaction au vu du résultat final, je peux juste refaire mon masque pour venir cibler éventuellement que les petites bandes de poussière ici. Ça, c'est extrêmement simple. À la limite, je reprends mon masque ici, je prends du clone stump, je viens noircir toutes les zones que je veux pas retoucher dans mon image, et puis voilà, c'est fait. C'est vraiment l'histoire de 2 minutes, hein. Un bon exemple aussi de ce qu'on peut obtenir, par exemple, sur des petites structures comme ça, très localisées, par exemple là ici dans la nébuleuse du Pélican, une application toute simple là de Dark Structure Enhance, sans même faire de masque, juste l'application comme ça direct, mais c'est pour se rendre compte voilà de ce qu'on peut obtenir voilà sur ces bandes ici de poussière qui sont assez difficiles à venir isoler de manière vraiment très précise individuellement, parce qu'elles sont vraiment sur toute l'image. Il y en a des très très faibles par endroit qui font que quelques pixels de large. Donc voilà, la création de masques peut être vraiment délicate, et avec Dark Structure, ça permet vraiment de venir travailler sur ces zones-là, et on voit que le gain est quand même assez significatif et assez net, hein, en termes de renforcement de contraste, voilà, dans ces bandes de poussière. On a tout de suite quelque chose de plus intéressant. Alors la seule petite mise en garde sur l'utilisation de ce process, c'est qu'il faut vraiment faire attention à ce que sa mise en œuvre ne se fasse pas au détriment des détails eux-mêmes. C'est-à-dire que sur ces bandes de poussière où on commence à avoir des nuages noirs très sombres qui commencent à prendre de l'ampleur une fois qu'on a appliqué le process, il faut pas que ça se fasse au détriment des détails eux-mêmes. C'est-à-dire faut pas qu'on perde trop de subtilité dans les dégradés à ce niveau, sinon on va perdre du détail et on va arriver à des blocs un petit peu noirs dans ces nébuleuses, au lieu d'avoir des dégradés un petit peu progressifs. Donc là on voit que ça le fait pas vraiment, hein. On perd pas vraiment de détails, mais on est un peu à la limite. C'est-à-dire que si on poussait un peu plus, là on aurait des zones vraiment toutes noires, tout opaques, alors que sur l'image de départ on avait quelque chose de plus diffus et de plus dégradé. Donc attention, petite recommandation par rapport à ça. Voilà, petit comparatif final, hein, sur cette image d'Orion qui nous aura vraiment guidé tout le long de ce tuto, entre la version initiale et la version finale, une fois qu'on a appliqué tous les process qu'on vient de mentionner, donc HDRMT, Local Histogram Equalization, Multiscale Linear Transform et Dark Structure Enhance. Alors là, pour l'exemple, encore une fois, j'ai appliqué tous ces process à la même image et à la suite les uns des autres, ce qui est sûrement trop. En réalité, l'image là, j'ai essayé de doser pour que ça reste acceptable. Le résultat final est acceptable, mais on va dire que faut vraiment faire attention à ne pas arriver à quelque chose de surtraité à la fin. Il faut appliquer ces process, on peut envisager de n'appliquer qu'un seul ou deux de ces process et pas tous, de les cumuler sur la même image. C'est ajusté après à ça en fonction de l'objet que vous avez et des potentiels que vous avez sur votre image en termes de luminosité, de dynamique. Donc, on voit qu'on a quand même réussi à gagner énormément de détails, hein, si on vient dans les zones. Alors je peux pas zoomer trop à cause de la taille, je suis un peu limité par la taille de l'écran, mais si on vient zoomer un petit peu dans la nébuleuse, on voit qu'on a mis en évidence beaucoup de détails qui étaient pas du tout visibles sur l'image d'origine.
à la fois dans les zones lumineuses, dans les contours de nébuleuses, dans les structures sombres. On n'a pas du tout touché au fond de ciel, aux étoiles. Donc ça, encore une fois, c'est l'avantage de travailler avec des bons masques qui visent précisément ce qu'on vient traiter. Le petit point négatif, c'est qu'on a évidemment perdu en dynamique au passage. Et ça, c'est surtout dû à HDRMT. Alors, arrivé à ce stade-là, de rehaussement de détail, bah, vous avez encore la possibilité de venir atténuer un petit peu votre traitement si vous trouvez que, voilà, quand vous le reprenez et que vous comparez à votre image initiale et que vous vous dites là je suis allé trop loin, j'ai trop perdu en dynamique, et ben vous avez encore la possibilité de venir faire des combinaisons d'images. Vous pouvez envisager de faire des mix avec Pixelmat entre cette image-là de départ et cette image-là d'arrivée. Et pareil, de venir doser très précisément ce que vous voulez faire. Et parfois, il suffit de pas grand-chose pour venir regagner vraiment en dynamique et en côté naturel sur l'image. Par exemple, là, si je fais quelque chose d'un peu violent, mais je vais faire un mix 50-50 entre mon image traitée et mon image initiale. Bon, je vois que j'arrive sur une image, par rapport à mon image d'origine, j'ai quand même conservé, grosso modo, la dynamique d'ensemble de l'image. Alors j'ai perdu le côté vraiment très lumineux de la zone du trapèze, mais ça, c'est un trace, on peut pas espérer mettre les détails sans réduire un petit peu la luminosité dans cette zone, c'est juste pas possible. Donc on garde quand même une cohérence d'ensemble en termes de dynamique, et on voit que par rapport à l'image finale qu'on avait réalisée, bon, la plupart des détails quand même ont été conservés, ont été bien mis en valeur, et si on compare cette image-là et cette image-là, voilà, bon, on voit qu'il y a une grosse amélioration là-dessus. Mais là, je suis à 0,5, 0,5. Je peux imaginer venir rajouter que 0,25 de mon image d'origine, ou 0,1, même pourquoi pas. Dans certains cas, si c'est juste réeffectuer un tout petit rééquilibrage, ça se fait très facilement à ce niveau-là. Vous n'avez pas touché à vos étoiles et au fond de ciel par ailleurs, donc ça n'affectera pas le reste de l'image, et ça sera totalement invisible sur votre image finale. Donc voilà, vous avez encore cette possibilité-là, à ce moment-là, de ne pas continuer le traitement sur une image un peu surtraitée, et voilà, de réincorporer un peu de dynamique à votre image d'ensemble. Voilà, on en a fini avec ce tuto. J'ai bien conscience qu'on n'a pas abordé du tout tous les process qui peuvent exister en matière de rehaussement de détail, ça aurait été beaucoup trop long. Moi, je me suis concentré sur les process que j'estime vraiment être indispensables et être les plus efficaces et les plus utiles, c'est en tout cas ceux que moi j'utilise le plus. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que peut-être ça vous aura donné des idées pour vos prochains traitements. Et puis, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour la suite du traitement au stade non linéaire de l'image. Allez, salut!